Merci d'être là ce soir. Alors, accompagné de Seif Lemia et Roberto González Hurtado, je vais vous lire 3 nouvelles de 3 autrices différentes, tirées d'un livre qui s'appelle Enfance aux éditions Elisade. Je voulais aussi vous demander toute votre indulgence parce que mes parents viennent de Tunisie, mais comment dire, je me souviens que de quelques insultes et de quelques mots d'allemand, donc mon accent est assez pourri. Jamais je ne me suis couchée de bonne heure, par Hailey Beji. Over 50. Jamais je ne me suis couchée de bonne heure. Peut-être est-ce de ce temps-là que j'ai gardé l'habitude de veiller jusqu'à pas d'heure. Il me faut accompagner longtemps la nuit pour accepter de la quitter, pour le noir du sommeil. Il me faut la goûter dans le silence où nous plonge l'arrêt de toute activité. La vraie vie, alors, non dans le rêve, mais dans l'espace nocturne des longues veilles, dans ce chuchotement solitaire de la lecture, commence à nous pénétrer de sa chimie secrète. Les autres, mais chez moi, cette résistance était et elle est restée frénétique. Ma nourrice me raconte qu'avant même de savoir écrire, je passais des soirées à tracer des bâtons sur une feuille jusqu'après minuit. Et même dans la nuit, je me forçais à garder les yeux ouverts contre le gros doigt du sommeil qui appuyait sur mes paupières. Mais surtout, comment aller se coucher après l'excitation d'une journée qui avait retenti de tant de jeux? On dormait à tour de rôle les uns chez les autres. Chaque maison était celle de tous. On se couchait en pouffant de rire, on se réveillait dans le même état. Combien de rires, de cris, de courses, de fêtes y résonnent encore. Nos parents, croyants ou non, pratiquants ou non, athées ou bigots, superstitieux ou mécréants, avaient cru que la force de l'amitié vaincrait tous les préjugés. Dieu nous avait fait le don d'ignorer le sens tragique de l'histoire. Le soir, tout restait grand ouvert. N'avions-nous donc pas d'ennemis? Les soirées se prolongeaient et avec elles, c'était le temps de la vie qui s'allongeait. La présence aimante des autres était la preuve que rien ne devait jamais finir. Le jour et la nuit étaient liés par d'éternels rebondissements où le rideau de scène ne retombe jamais après les actes, où le théâtre ne ferme jamais ses portes aux spectateurs. Nos oncles et tantes étaient arabes, français, italiens, juifs, que sais-je encore, de toute religion, de toute confession. Personne ne savait vraiment où commençait sa famille et où s'arrêtait celle des autres. La parenté n'avait pas de limite. Nous étions accueillis partout à bras ouverts, avec des cris d'affection. L'histoire était encore dans le charme de sa victoire. Nous savions que la colonisation était une chose mauvaise, mais elle avait été vaincue. Que le racisme était une honte du passé, mais on ne se souvenait plus, on ne s'en souvenait plus. Personne ne cherchait à se rendre intéressant en disant « moi, arabo-musulman ». Cette phrase n'avait jamais sonné à mes oreilles et l'eussé-je entendu, je n'y aurais rien compris. La vie n'était pas empoisonnée par ces fausses vanités dont on croit désormais tirer de graves emphases. Aujourd'hui, où il est de bon ton de décliner chaque fois qu'on se salue non pas son nom, mais son origine, notre insouciance nous aurait fait passer pour des imbéciles heureux. Mais jadis, on aurait haussé les épaules, on aurait ri aux éclats si on nous avait dit que lorsque nous atteindrions l'âge de vieillesse, ces choses-là deviendraient si dramatiques. Un petit événement pourtant m'a appris confusément que cet état de grâce n'était pas toute la réalité et n'allait pas durer. J'étais alors élève dans une école française à Bad Godesberg, en Allemagne, où mon père était ambassadeur de Tunisie à Bonn. Nous jouions dans la cour de récréation, et brusquement, j'entendis un de mes camarades me lancer en criant « Retourne dans les écoles de ton Bourguiba, on ne sait même pas s'il en a ».
Bon, il répétait sans doute bêtement, sans comprendre, ce qu'il avait entendu chez ses parents. Je me rappelle cette phrase, mot pour mot. J'avais 9 ans. Nous étions en 1957. Puis un attroupement d'élèves se fit autour de moi et toute la classe s'en prit à moi. Avant même que je ne comprenne ce qui m'arrivait, une des filles, alors ma meilleure amie, me frappa. Une autre, que je n'avais pas eu le temps de voir venir, me donna par derrière un coup sur le crâne. Tout se passa si vite que je me trouvais, je ne sais comment, m'agrippant à la gorge de celle que j'avais crue mon amie, l'attrapant par ses seins qui commençaient à pointer. Elle était pubère, plus grande et plus costaude que moi, mais ce fut son point faible. J'avais pu lui faire mal, elle me lâcha, tandis que moi, soulevé par une énergie incroyable, je ne ressentais rien. Et ce fut une empoignade de petites bêtes sauvages qui se tiraient par les cheveux, qui se donnaient des gifles et des coups de poing, qui se griffaient. Personne, parmi mes camarades de classe, ne prit ma défense. Tous s'étaient ligués contre moi pour une raison inconnue. C'était l'innocente méchanceté de petits Français qui continuaient la guerre perdue de leurs parents. Et pourtant, de cette bataille de gosses, de cette cruauté collective dont je fus la victime, de nos jeux heureux du matin qui basculèrent dans le malheur l'après-midi, de ces injures, de ces coups qui auraient dû me marquer pour toujours, je garde un souvenir non de douleur mais de jubilation. Au lieu de me faire du mal, ils me firent du bien. Je m'en souviens avec bonheur, car dans ce corps à corps de petites bêtes sans conscience, un coin de voile se souleva sur la morale raciste et bornée des adultes que je n'avais jamais connue chez moi. Je compris alors que j'avais l'histoire de mon côté et qu'ils ne le savaient pas. J'en tirais une fierté silencieuse qui leur échappait et que je ne pouvais pas leur expliquer. Malgré la violence de ma réaction, où personne ne pouvait m'arrêter, où je m'étais démenée avec la frénésie d'un mini-boxeur, par la suite, je les ai regardés avec indulgence. Comme des... Je blâmais plus leur manque d'intelligence que leurs mauvais sentiments, qui n'étaient que la singerie de la rancœur de leurs parents. Car la Tunisie était indépendante depuis 1 an et la guerre d'Algérie battait son plein. Aujourd'hui, non seulement je ne leur en veux plus, mais je me les rappelle avec tendresse. Je m'étonne moi-même d'évoquer cet épisode avec délectation, mais peut-être faut-il en chercher la raison dans la griserie de m'être dressée seule contre tous, dans le feu délicieux de les braver, dans l'énergie décuplée de mon petit organisme, dans mon absence totale de peur, dans le sentiment de ne pas avoir été lâche, d'avoir tenu tête à une petite meute excitée, d'avoir défié sans faiblir un adversaire nombreux. J'étais en minorité, j'étais seule, mais j'avais eu la certitude que je n'étais pas la plus faible. Ce n'est que plus tard, le soir, en rentrant à la maison, les joues incendiées, la fièvre dans la gorge, que je me mis à pleurer. Mais ce n'était pas parce que je me sentais victime d'une bande de petits traîtres. C'était parce que j'étais encore dans le désir du combat, dans l'impatience furieuse de ne pas les avoir frappés autant que je voulais, autant que je pouvais, de n'avoir pas fini d'en découdre avec eux. Car au plus fort de cette bagarre, sans doute surpris par ma contre-attaque enragée, ce sont eux qui me lâchèrent. Loin d'eux, je pleurais par excès de force, encore inassouvi, mais mon cœur était gonflé secrètement d'un sentiment de puissance, celle d'avoir défendu sans fléchir une cause juste. Cette bagarre me revient avec un goût indicible d'accomplissement, comme un des moments les plus forts et les plus intenses de mon enfance. Après cela, ce fut la paix. Mes ennemis redevinrent mes amis, nous reprîmes nos jeux comme si de rien n'était, car nous étions des enfants, et la magie des jeux l'emporte à cet âge sur les plus grandes ruptures. Le plus surprenant est que je n'en ai pas gardé le moindre ressentiment, parce qu'à aucun moment, je ne m'étais sentie vaincue. Certes, le combat avait été déloyal, puisqu'ils étaient tous contre moi, mais dans cet épisode où ils avaient cherché à m'humilier, la soudaineté de ma riposte m'a délivré de toute peine d'humiliation. Et l'amitié pouvait ainsi renaître.
Injuste, il l'avait été, puisqu'il me faisait payer au fond la perte d'une colonie. Ils étaient fils de militaires français, perte dont je n'étais évidemment pas responsable. Mais peut-être faut-il parfois, un jour ou l'autre, éprouver ce qu'est l'injustice pour aimer la justice. C'était là mon anticolonialisme à moi, avec hache de guerre et calumet de la paix. Car à côté de ces vilains garnements, il y avait les merveilleux maîtres qui les rachetaient par leur générosité, leur attention, leur gentillesse, leur sens de l'égalité à tous les enfants, sans distinction. Mon école était une petite maison sur les hauteurs de Bad Godesberg, près de Bonn, avec un jardin minuscule comme cours de récréation, et une pelouse en talus où nous courions entre les arbres. Il n'y avait qu'une seule classe, et nos combats d'enfants, quel que soit l'âge de fer dont ils étaient l'écho, ont gardé pour moi l'image d'un décor de légende et de contes de fées. Mes parents ne sont jamais intervenus après cet incident. Aucune plainte n'a été déposée, ni à l'école, ni auprès des familles, pour en punir les responsables, ni nulle part, fort heureusement. Je crois même me souvenir que mon père et ma mère ont ri en apprenant toute l'histoire et la hargne avec laquelle je m'étais défendue. Ils découvraient ma nature vindicative. Cela les rassurait. Ils ont dû penser que cela suffisait, et ils ont eu raison. Je ne suis pas sûre qu'il faille toujours faire intervenir le moralisme des adultes dans les petits règlements de compte des cours de récréation, ni trop préserver nos enfants de toute espèce de rencontre avec la discrimination ou l'injustice. Car ce sont ces épreuves qui feront naître en eux le goût de la justice. Certes, il faut les protéger de leur forme extrême, mais d'en vivre un jour l'expérience, sous la guerre enfantine que j'ai moi-même connue, sans que les adultes y ajoutent la surenchère d'un scandale, d'une stigmatisation publique avec les mots de racisme, préjudice moral, délit, dommages et intérêts, blessures irréparables, blâme judiciaire, victime. D'en avoir été moi seule, la justicière, cela donne à l'enfant le sens de ses actes, le goût de sa défense, une force du droit qu'il se forge dans son cœur, sans que les adultes les brouillent de leur rancune inexpiable. Oui, d'avoir subi cette injustice qui s'est dénouée d'elle-même, loin des yeux scrutateurs de l'inquisition adulte, de toute plainte antiraciste, de tout SOS victime, d'avoir fait front, solitaire, dans une bataille sans refuge, cela est irréversible. C'est l'œuvre de l'enfance seule qui porte en elle le secret de la réconciliation. Par la suite, je me suis trouvée à plusieurs reprises dans la vie la cible d'une hostilité de groupe. Mais je sais que si j'ai eu la force d'y faire face, d'y tenir tête par une riposte cinglante, c'est à cette première bagarre que je le dois, à cette première entrée dans les luttes sourdes de la société, à cette découverte de la persécution collective que j'ai affrontée les mains nues. Oui, c'est là, dans cette gloire cachée de la résistance enfantine, dans ce pays où même le paradis de l'enfance s'ouvre parfois sur l'abîme de la vilainie, dans ce monde miniature où déjà les germes des vices humains poussent sous les dents de lait, c'est là que j'ai puisé la haine irréductible que je voue aux violences des groupes, aux manœuvres des clans, à l'attroupement des lâches. Depuis cette guerre de môme, où petit soldat en anorak et en bottines, j'ai pu aiguiser librement mes jeunes crocs contre des lionceaux pâteaux. Oui, là, dans ce petit drame en marge de la grande histoire, dans ce coffret de l'enfance où gît la clé pure de la révolte, qu'a jailli pour moi, intact, le primus motus, le ressort inflexible qui m'anime d'une sainte colère chaque fois que je vois autour de moi la veulerie obscure du nombre lancer son troupeau pour écraser sous ses sabots la dignité de l'homme seul.
chocolat de Emna Belhaj Yahia. Pourquoi ne mets-tu jamais de rouge à lèvres? Question qui revient souvent dans la bouche de mes proches et à laquelle je ne sais pas répondre. Depuis quelque temps seulement, je tiens la réponse, mais je ne l'ai encore jamais confiée à personne. Un bonbon acidulé, rouge carmin, grossièrement enveloppé dans du cellophane, bourré de colorants, on ignorait alors leur nocivité, et qui coûtait juste un dourou, faisait le bonheur des lycéennes de la rue du Pacha. On l'achetait chez l'épicier qui se trouvait à 10 mètres du lycée. Il nous mettait sur les lèvres une couleur plus vive et plus éclatante que toutes les fraises et les coquelicots du monde. Et dans la bouche, un goût unique de pétales de rose, de vernis à ongles et de plaisir interdit. Je me demande comment notre directrice, plutôt, a le moyen d'empêcher l'épicier de nous en vendre, car nous n'aimions pas ce bonbon uniquement pour son goût, mais pour le rouge dont il maquillait nos lèvres. J'avais à peine 12 ans. Je suppose que pour beaucoup de mes camarades de ce lycée de filles, cela a constitué une douce initiation aux astuces du maquillage et à ses secrets. Mais pour moi, qui était quelque peu excessive, cela a dû être si beau, si bon et si intense, s'associer à des images tellement fortes que cela m'a dégoûté par la suite de tous les rouges à lèvres. Aucun ne pouvait égaler ce bonbon qui m'apportait tant, qui faisait battre mon cœur et resplendir mes lèvres. En fait, c'est entre 11 et 12 ans que se constitue le noyau central de mon enfance. Dans toutes les évolutions que j'ai connues, il y a en moi quelque chose qui reste le même. Je sais que je le tiens de ce qui s'est passé à ce moment-là. La période d'avant, je suis totalement immergée dans le milieu familial. Que de mots, de gestes, de regards j'y apprends. Que de scènes, de propos s'inscrivent dans ma tête et dans mon corps. Ce que je flaire ou attrape à la dérobée est encore plus important que ce qu'on tient à m'inculquer. Les jugements, points de vue, attitudes des miens, je les saisis, les devine dans les méandres du quotidien. Et mon désir de m'y conformer est immense. Je suis très sage, très réceptive, parce que je veux qu'on m'aime et qu'on m'admire. Je répète les formules, les hymnes, les sourires, les politesses, les petites et les grandes histoires. Et je puise dans l'humus familial de quoi satisfaire tous mes besoins. Et ma famille est pleine d'affection pour la petite fille que je suis, d'autant plus qu'elle est dodue, docile et claire de peau. Ma grand-mère a une 60aine d'années. Moi, 7 ou 8 ans, et je suis seule avec elle à la maison. Je ne sais comment elle s'y prend, mais elle grimpe le long d'un mur de 5 mètres de haut, passe à travers une fenêtre minuscule, et vient à mon secours en ouvrant de l'intérieur la porte des toilettes dans lesquelles je me suis malencontreusement enfermée. Elle pouvait attendre que mon père revienne et force la porte, mais elle préfère courir le risque de se briser les os parce qu'elle ne supporte pas de m'entendre pleurer. Elle est très petite, très belle, et je la chéris particulièrement. Les tableaux des fêtes familiales qui mettent de l'incandescence dans ma première enfance ne sont pas prêts de s'effacer. On ne fête pas alors les anniversaires, mais tous les 20 du mois de Ramadan, on se réunit, petits et grands, chez mon grand-père qui célèbre son Ktam. Je ne saurais jamais rendre la magie de ce jour dans mon cœur d'enfant. Les lumières, les odeurs, les démarches, les visages pour la plupart disparus, et ce mélange de ferveur et de dévotion, de gourmandise et de plaisir, de bien-être et d'entrain, l'aura, l'empressement de ma mère et de mes tantes, et moi, au milieu de tout ça, flottant sur un nuage. Mais en dehors des périodes de fête ou de grande joie, je suis une abeille qui cherche la jolie fleur et ne la trouve pas facilement. Alors elle volette d'un endroit à l'autre. Je me cherche en grognant, je tire, je tombe, je somatise beaucoup.
Je viens de dépasser Snin Irkeka, année de la lourdeur, où l'on pontifie en faisant des grimaces qui montrent les incisives manquantes, mais je ne sais trop quoi faire de moi-même. J'apprends beaucoup de mots nouveaux en français et les étale bêtement pour épater le monde. Je fais encore des confusions entre les deux langues. Je me regarde souvent dans la glace pour me connaître, ou plutôt pour m'inventer, à travers d'interminables mimiques, un visage qui me convient. Je me coupe la frange toute seule en cachette, presque arabe, parce que je me dis que c'est une drôle de tête, et je récidive. Pour couronner le tout, mon père, très attentif à ce que je fais à l'école, se met en tête de me faire passer le concours d'entrée en 6e, un an avant mes camarades. Il veut me faire sauter le cours supérieur. Mademoiselle Mariani, qui dirige l'école franco-arabe de filles de la rue Jean Masset, au Bardon, n'a pas l'habitude de ce genre de demande. Dans son établissement, le cours supérieur est obligatoire. Si ailleurs il ne l'est déjà plus, c'est à faire. Mais elle a envie de... Alors elle décide que les 4 élèves de ma classe, le CM2, qui ont de meilleurs aussi ce concours, et que nous serons donc 5 à tenter notre chance avant l'heure. Grosse déception pour mon père. Je suis recalée. Cet échec a été providentiel parce qu'il m'a justement permis de le faire, ce cours supérieur. Mais d'où me vient la certitude que tout s'est décidé dans l'année qui a suivi cet échec et que ce qui s'est alors passé pour moi entre 11 et 12 ans représente quelque chose de primordial. Simplement, d'un mouvement que j'ai depuis toujours et qui consiste à me retenir à chaque instant, comme si j'avais peur de glisser. C'est ce mouvement qui fait la lenteur de mes gestes, ma retenue, et le frein que je mets à mes élans. Je m'abstiens, me méfie, pèse le pour et le contre. Je contrôle, corrige et vérifie. Et tout ça pourquoi? Parce que mon enfance s'est construite sur un petit bout de terre vers lequel ont afflué 2 courants impétueux. Elle a pris forme à l'endroit où ils se sont croisés. Le premier a commencé à agir dès que j'ai vu le jour. Le deuxième l'a rejoint par l'entremise de l'école et plus précisément du cours supérieur. Dans mon univers familial, tout était hiérarchisé, les petites choses comme les grandes, et de la façon la plus évidente qui soit. Le ciel, supérieur à la terre, le blanc au noir, le musulman au non-musulman, l'or à l'argent, les mets sucrés aux mets salés, et à l'intérieur de ces derniers, les blonds au rouge, couleur obtenue selon l'absence ou la présence de sauce tomate. L'origine turque à l'origine arabe, les citadins aux ruraux, les akabirs et les beldia aux arbota, les hommes aux femmes, la viande d'agneau à la viande de bœuf, le safran au curcuma, le teint clair au teint foncé, et ainsi de suite, dans tous les domaines, sans exception du dire, du sentir et du penser. Je ne sais pas si j'ai déformé le message, mais je sais que toute petite, c'est ainsi que je l'ai reçu. Dans ces multiples hiérarchies que j'apprends par cœur et qui pénètrent au plus profond de mon âme, l'enfant que je suis, pour calmer son angoisse, s'arrange toujours pour être bien placé, jusqu'aux noms propres avec lesquels je réussis à jouer et à biaiser. Ainsi, à 5 ans, je m'attribue tantôt le patronyme paternel, tantôt maternel, selon la magnificence que je décerne sur le moment à l'un ou l'autre. Mais dans ce combat de coq que j'anime avec vaillance, qui me tourmente un peu et alimente en moi une étrange fantasmagorie, c'est souvent la famille maternelle qui l'emporte. D'abord parce que je comprends vite qu'elle jouit d'un plus grand prestige. Ensuite et surtout, parce que ma mère sait entretenir dans mon imaginaire l'éclat légendaire des siens. À 5 ou 6 ans déjà, je flatte donc mon ego en me persuadant que je suis une enfant privilégiée. Or, c'est cette idée de hiérarchie naturelle qui va être mise à mal par l'école. Non pas à 5 ans lorsque j'y mets les pieds, mais précisément au cours supérieur.
dans ma 11e année. L'école réussit alors à me faire prendre un tournant à 90 degrés. Elle ne me dépossède pas de mon enfance, mais l'oblige à intégrer au fin fond d'elle-même, juste à côté de ce qui a été emmagasiné avant, quelque chose d'autre, de radicalement nouveau. Je peux aujourd'hui me poser des questions à l'infini sur les paroles et les silences, les heurts et les compliments qui ont accompagné cette cohabitation entre un système traditionnel inégalitaire et un système moderne d'émancipation individuelle dans la tête d'une gamine qui me ressemble. Les réponses sont toujours insuffisantes et les faits, même sporadiques, sont plus saisissants que les commentaires. Cette toute dernière année du primaire, j'ai donc bien failli la sauter et pourtant c'est là que tout a basculé. Je n'aimais pas l'école et je me suis mise à l'adorer. Mon niveau en français a fait un bond qualitatif. J'ai pu à la fois maîtriser cette langue et en découvrir la beauté. Michel Naudet était mon institutrice. M'attachant profondément à elle, je m'attachais aux études. Me mis à imaginer que le monde entier allait devenir transparent à travers les livres. La maîtrise de l'arabe littéraire a été également importante pour moi cette année-là. Mais avec Michel Naudet, je suis allée jusqu'à me faire une autre idée de moi-même et du monde, de ce qui est humain, de ce qui est juste. Son apport m'a en fait permis de mettre le doigt sur la faille du système familial. Il était irrémédiablement hiérarchisé, inégalitaire. Il ne peut plus me satisfaire. Les miens sont bons et charitables, pleins de délicatesse, sensibles au malheur d'autrui, et ils le sont souvent. Ils écoutent à la fois leur cœur et les préceptes de la religion qui sont clairs à ce sujet. Mais ce qui est couramment admis par la plupart, c'est le bien fondé d'une hiérarchie sociale où la naissance joue un rôle essentiel. Cette idée-là, j'aurais pu m'en débarrasser à 20 ans, sur les bancs de l'université, comme c'était fréquent à l'époque. Or, cela s'est produit dans l'enfance, au milieu des années 50, dans cette école de la rue Jean Massé. Une des façons de punir les élèves était de les mettre au pain sec. Elle prévenait les familles que tel jour, elles ne rentrent pas chez elles restent à l'école à attendre la reprise des classes en début d'après-midi, privées de déjeuner. En réalité, elle porte avec elle de quoi calmer sa fringale. Et lorsqu'elle se retrouve à plusieurs, cela tourne à la longue récréation. Madame Naudet recourt parfois à cette punition. Mais ce qui la distingue des autres enseignants et qui se dit sous le manteau, c'est qu'elle ne supporte pas d'être à l'origine de la faim que l'élève puni pourrait ressentir. Et par conséquent, avant de rentrer chez elle, à midi, elle apporte discrètement une brioche au chocolat à celle qu'elle met au pain sec. Je vérifiais par moi-même la véracité des faits. Je viens à l'école sans mon cahier, prétendant que je l'ai oublié. Je suis punie. Et la maîtresse m'apporte, comme prévu, une brioche au chocolat. Pour moi, ce jour-là, à la faveur de cette histoire de pain sec, comme un déplacement de repère. Punir ne veut donc pas dire s'acharner ni être cruel. Ce qui reste sûr, c'est que la brioche au chocolat a été la meilleure de toutes celles que j'ai mangées et que l'école, la maîtrise de la langue, bouleverse bien des choses. De l'impulsion reçue, je commence à tenir un journal. J'y déploie l'énergie que la langue me donne, lui confie tout ce qui surgit et me submerge. Le lycée, les profs, le bonbon rouge qui flatte tous les sens, les problèmes de la puberté, du corps qui se modifie, de l'imagination qui galope et de l'intelligence soumise à rude épreuve. En plus, c'est au même moment que le pays prend son indépendance,
abolit la répudiation, la polygamie, se libère du voile. Je suis euphorique, je crois voir à l'œuvre les valeurs que je viens d'acquérir. Je me souviens de mes sanglots, le jour où un oncle se met à dire du mal de Bourguiba sous prétexte que celui-ci vient de liquider l'Airbus. Bourguiba est alors pour moi le héros de l'indépendance. Dans ce bouillonnement général, dont l'enfant fait son miel, mon journal vient à point nommé. Mais mon père ne l'entend pas de cette oreille. Comme il veille sur mes progrès scolaires et imagine que la tenue de ce journal équivaut à un exercice de langue ou de style, il me demande de temps en temps de lui en lire quelques pages, et même un jour, d'en lire à ses amis à qui il veut montrer les prouesses de sa fille. Résultat, je lui annonce quelques mois plus tard que j'ai décidé d'abandonner mon journal. En réalité, je commence à y écrire ce que je veux lui cacher, et crois que je suis enfin devenue grande. 11-12 ans, année décisive de mon enfance, sans aucun doute. Mais je plonge encore dans la stupeur lorsque je me souviens que tout ça aurait pu se dérouler autrement, si seulement mon père avait réussi à me faire sauter le cours supérieur. Ainsi, sur la page blanche où s'écrit puis s'efface notre existence, un rien peut nous faire passer à côté de nous-mêmes. Comment peut-on être sûr d'être tout à fait soi ? La bédouine sur la terrasse d'Ida Kumer. Le 15 avril 1956, quelques semaines après l'indépendance de la Tunisie, j'ai posé pour cette photo sur la terrasse de mes grands-parents maternels à La Goulette, près de Tunis. On peut remarquer l'ombre portée de mon inséparable cousin. Nous avons 6 ans et le brouhaha de la politique ne nous atteint que peu. Pourtant, le jour de la photo, les coups de canon tirés au large de la rade avaient remplacé les appels lointains des pêcheurs siciliens revenant sur leur balancelle. J'attendrai que les journaux m'apprennent, des années plus tard, ce qu'on célébrait ce jour-là. Je serai alors loin de Tunis, le cœur lourd, dans le Paris d'avant la politique de ravalement, dont les monuments encore noirs contrastaient grandement avec la lumière aveuglante de la terrasse. Car la petite bédouine de la photo va quitter son pays 6 ans plus tard, mais elle ne le sait pas encore. Elle continue à poser, imperturbable, clignant des yeux sous le soleil encore féroce de cette fin de journée. Khadija, vraie bédouine, elle, avec qui je mangeais en cachette des piments frits à la cuisine, avait fourni la fouta et les kholral. En reconstruisant l'histoire de cette photo et de ces années d'enfance, dans une perspective à la fois passée et présente, je me rends compte que la bédouine déguisée de la terrasse fait pendant à une autre image, celle de la bédouine à la Bergoulette, tableau orientaliste au fusain que mon grand-père paternel, Jules Zéra, époux d'Ida Pariente, la grand-mère livournaise dont j'ai hérité le prénom et, paraît-il, les cheveux ronds, avait acheté au début du siècle dernier. Ce tableau, qui trônait dans notre salon de la villa Ida au Belvédère, demeure inséparable de ces années. Je ne m'en suis d'ailleurs jamais séparée. Petite fille, je voulais ressembler à la bédouine aux yeux noircis de rôle du tableau. Déjà, j'oscillais entre divers fragments de moi-même et l'inextricable enchevêtrement des appartenances, allaient demeurer au cœur de ce que je deviendrais. Mon enfance tunisienne se trouve quelque part entre ces deux images, entre ces deux maisons, la Goulette des B6 et le Belvédère des Livournais, entre jeux de miroirs et ombres croisées. Les deux maisons
n'étaient en fait séparées que de quelques dizaines de kilomètres. Pourtant, la distance entre elles semblait bien des fois infranchissable, suffisamment imposante en tout cas pour semer un riche trouble dans mes origines. Les communautés grana et judéo-tunisiennes se toléraient tout au plus. Les grana, c'est des juifs de Livourne. Donc, elles se toléraient tout au plus, et si les unions passerelles existaient en 1949, année du mariage de mes parents, elles étaient entourées de cris et de chuchotements. Les grana, même ruinés, gardaient envers les judéo-tunisiens, qui pourtant les avaient précédés de quelques millénaires sur cette terre, une morgue palpable. Nul doute que la hiérarchie coloniale favorisait cette auto-représentation. Les grana, bien que juifs, étaient eux au moins d'origine italienne et pouvaient se prétendre presque français. Rien n'était moins vrai. Mon père, Paul, chirurgien à l'hôpital italien, épouse donc ma mère, Germaine Camuna-Bessis, malgré tout. Avec comme toile de fond les rumeurs de l'indépendance, mon enfance a consisté à enregistrer et archiver les racontards contradictoires des deux familles dont j'étais issue. D'une maison à l'autre, je me trouvais à la jonction de deux univers. Les colibets étaient nombreux entre les deux grands-pères, mais leur particularité consistait à toujours transiter par moi, puisque les deux familles se fréquentaient. C'est bien connu, disait le grand-père Bessis, que chez les Grana, on sort l'argenterie tous les jours. Mais il n'y a rien à manger dans ton assiette. Mouchoutana. Ou bien, pour indiquer que les Granas se compliquaient l'existence pour peu de choses, il ajoutait à leur propos la rosa huila el dexier. Et le grand-père Zéra de lui répondre, mais en s'adressant toujours à moi, tu sais ce qu'elle met dans le couscous, ta grand-mère Bessis? Un quart de semoule, un quart de superstition et une moitié d'huile. Ou bien, pourquoi quand elle sort, elle se fait una faccia di porrime? Littéralement de l'italien, une tête de porrime, allusion au fait que les femmes judéo-tunisiennes se maquillaient un peu trop, selon mon grand-père, comme l'ont fait lors de la fête costumée de Purim. Je ne répétais jamais ces propos à leurs vrais destinataires que j'aimais et voulais protéger. Je les gardais en secret au fond de moi, avec un rien de honte et de confusion. Indiscutablement, la cuisine de la Goulette était le lieu de réalisation exceptionnelle qui sollicitait tous les sens, alors que la Villa Ida, mon père exigeait tous les jours des plats italiens plus légers et traitait la pkeila de cuisine judéo-macaque. Dans mon souvenir, l'opposition entre ces maisons passait aussi par une bande sonore. Mes grands-parents Bessis vivaient dans un monde plein de musique et de bruit, surtout le vendredi soir. Modérément pratiquants, malgré la filiation directe au grand rabbin de Tunis, Choua Bessis, mort en 1860, leur lien avec le spirituel passait essentiellement par le chant. La repaïbia était courante, et pour cette occasion, ma grand-mère fortunée, Messaouda Bessis et ses parentes, se paraient de leurs plus beaux vêtements et dansaient jusqu'à ce que certaines tombent dans une espèce de transe. Il devait s'agir d'un moment dans leur vie de femmes où elles étaient libérées des contraintes domestiques et conjugales et où le défoulement pouvait se donner à voir et à entendre dans son flot de you. Quand j'étais malade, la grand-mère ne négligeait jamais de faire venir le Boussadia, chanteur et danseur noir itinérant dont les services se louaient et qui, à force d'incantations, de danse et de éloignait, selon Messaouda, le mauvais œil et donc la maladie. Le tout sous l'œil éberlué de mon médecin de père qui pensait s'y connaître en matière de guérison. La Villa Ida, par comparaison, était calme, studieuse, florentine. Il est vrai que le piano et une partie des instruments de musique avaient été détruits par les deux vagues d'officiers qui avaient réquisitionné la maison pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les tableaux, achetés par le grand-père, avaient été épargnés et témoignaient silencieusement de sa culture européenne
et de son intérêt pour les arts. Lire constituait pour lui une activité sérieuse. Ainsi, ce n'est pas à l'école que j'ai fait mes premiers pas dans le monde de l'écrit, mais sur les genoux de mon grand-père, et nimbé de l'épaisse fumée du cigare dont il ne se séparait pas. Tous les matins, il était plongé dans la presse et se servait des articles pour m'apprendre à déchiffrer. Avant de savoir lire, j'ai donc compris l'urgence des gros titres qui ne devaient pas manquer dans cette période trouble. Je me souviens encore de lui avoir demandé pourquoi Félaga s'écrivait avec un GH. Le mot devait revenir souvent. Il me répondait que c'était un mot arabe, que le GH remplaçait un genre de R. Mais ses explications ne faisaient pas vraiment mouche car lui-même roulait les R à l'italienne. Comment s'y retrouver? La bande sonore de cette époque était aussi affaire de langue. Chez les Bessis, on parlait français bien sûr, mais la lingua franca était le judéo-tunisien. Je parle encore cette langue aujourd'hui avec ma mère. Elle me relie 50 ans plus tard à la photo de la petite bédouine. Mon père, assez étanche à l'arabe, mémorisait des phrases toutes faites pour pouvoir se faire comprendre des patients. Le résultat était cocasse, non seulement à cause de sa prononciation à l'italienne, mais aussi à cause du registre qui n'était pas toujours adéquat. Les questions liées à l'urologie chirurgicale supposaient un vocabulaire qu'il ne possédait pas. Il employait donc souvent des mots considérés comme grossiers, sous l'œil amusé ou gêné de ses patients. Il nous parlait en français, mais l'italien était sa langue de cœur, celle de son enfance, celle qui lui servait aussi à se démarquer des autres. Le choc entre mes mondes s'accélérait au fur et à mesure que je grandissais. La Goulette demeurait pour moi un monde de femmes. Au contraire, le côté Grana, avec comme seul représentant mon père et mon grand-père, était pour moi des hommes. Les hommes étaient à leur comble lorsqu'il me fallait passer de l'univers métallique des bijoux berbères de ma grand-mère à celui du cours d'escrime. Mon père, champion de fleuret, n'ayant qu'une fille unique, avait décidé de faire abstraction de ce détail et de m'emmener malgré tout avec lui à la salle d'armes. C'était un lieu sorti d'un autre siècle. Là se rencontraient et tiraient les messieurs de la bonne société. La salle était dirigée par un maître d'armes corse, au maintien irréprochable, qui avait accepté de donner des cours à une petite fille par amitié pour mon père. La petite bédouine de la terrasse se pliait aux exercices, saluait, en garde, en quarte, en garde, en sixte, fendez-vous. Ce dernier ordre, que le maître répétait 10 fois par leçon, faisait rougir la petite bédouine au milieu de tous ces hommes. Quand j'ai su mener à bien un assaut au fleuret et croiser le fer, j'ai aussi compris que la réconciliation entre la bédouine et l'escrimeuse deviendrait mon parcours de combattante. Mon père, qui aimait à me montrer les différents points de suture qu'il pratiquait en chirurgie, ne pouvait pas grand-chose contre la déchirure de soie. Il faudra encore quelques batailles identitaires pour remanier le disque dur de ma mémoire et transfigurer mon expérience en un chemin initiatique à rebrousse-temps. Vers ces années-là, la grand-mère Bessis fut prise d'un mal étrange que les médecins ne parvinrent pas à déchiffrer. Mon père fit venir en consultation un confrère psychiatre fraîchement expulsé d'Algérie. Le psychiatre noir vint voir Messaouda chez elle et déclara que c'était sans espoir. Il avait vu juste. Il s'appelait Franz Fanon. Le ciel s'assombrissait. Notre départ approchait.
qui a bossé, qui a œuvré durement toute la journée. Merci beaucoup.